professeur, pour cette belle présentation. Ces chiffres, même s'ils ne sont pas précis dans leur totalité, donnent un aperçu de ce qui se passe au Maroc. Avant de passer aux questions de la salle, je voudrais appeler des pharmaciens qui vont faire un témoignage par rapport à leur vécu, justement, et à tout ce qui a été dit par nos éminents experts de la période post-Covid, les changements d'habitude des patients, les changements de comportement, est-ce qu'ils ont remarqué des recrudescences de nouvelles pathologies? Et pour cela, j'appelle alors de la Côte d'Ivoire mon ami Charles, docteur Charles Boguifo. Non, vous restez avec nous, vous aurez... Non. Charles est pharmacien, premier vice-président de l'instance de coordination du Fonds mondial, ancien président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. Tu t'installes, voilà. Ensuite, j'appelle docteur Aboubakrin Sarr. Aboubakrin Sarr, pharmacien et conseiller technique au ministère de la Santé et Action sociale du Sénégal. Et ensuite, j'appelle docteur Naoufel Amira, président du syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie. Donc voilà, on voudrait avoir un retour d'expérience de la pharmacie d'officine, du vécu des pharmaciens suite à cette pandémie, dans le changement d'habitude, dans le changement de comportement de vos patients et de votre entourage. Charles, tu as la parole. Je pense que ça marche. Merci. Je voudrais d'entrée de jeu, avant de commencer mon propos, remercier mon ami Younes, son épouse et toute l'équipe de Easy pour, je dirais, ce rendez-vous incontournable du donner et du recevoir, de portée scientifique important et surtout l'accueil dont on a fait l'objet. Et je me dois aussi, bien que mon président l'ait fait ce matin, rappeler quand même que pour la Côte d'Ivoire, cette main tendue de fraternité, d'espoir, qui a permis à ce que l'équipe de Côte d'Ivoire puisse revenir dans la compétition. C'est important, revenir dans la compétition et puis avec humilité, résilience et surtout détermination, être champion d'Afrique, et ça, grâce à vous. Donc, merci aux sœurs, aux frères marocains. Et comme je le disais, je dirais, nos fondateurs, à la fois Mohamed V et Félix Houphouët-Boigny, avaient fait un pacte qu'il y ait le Maroc et la Côte d'Ivoire. Mais je peux vous rassurer que ce pacte est maintenant scellé dans du marbre. Merci pour cet amour que vous nous avez apporté. Et donc, pour revenir au sujet, j'ai quand même voulu, c'est vrai que l'expérience proposée ici, on a quand même une particularité au niveau des pays au sud du Sahara. Juste rappeler qu'une expérience également a été faite sur 1318 patients qui étaient diagnostiqués Covid positif 19. Et sur ces patients, on a pu détecter 118 patients de Covid long. Alors la particularité chez nous, c'est que comme on n'avait pas eu le même impact en termes de décès et tout ça, il faut savoir que sur ces 118 patients qui ont été diagnostiqués Covid long, il y avait 106 qui étaient donc concernés parce que non vaccinés. Il faut savoir que ça a été un problème majeur, mais puis en plus ça avait une comorbidité importante. Et par contre, ça corrobore tout ce qui avait été vu, c'est que la prédominance sur ces 118 était d'abord féminine, 163 femmes et toujours 55 hommes. Mais ce qu'on a pu constater également, c'est que la plupart du temps, on a pu se rendre compte que ceux-là avaient des situations d'invalidité sévère, de mobilité difficile. Et donc, ces mêmes cas évoqués là ont été présents chez nous. Et ce qu'on a pu constater maintenant, justement, en termes d'activité au quotidien, qui a été corroboré par l'ensemble des professionnels médicaux chez nous, aussi bien, je dirais, les ORL que les pneumologues et même les professeurs en cardiologie, c'est une augmentation, mais importante des consultations dans ce domaine. Je veux dire, au niveau des pharmacies,
On rencontre trop souvent des personnes qui reviennent pour des rhumes, j'ai envie de dire, régulières, alors que ce n'était pas le cas, qui toussent énormément, alors que ce n'était pas le cas. Les crises d'asthme sont répétées trop souvent, et donc à se demander, qui se plaignent de douleurs thoraciques, de difficultés. Donc, ils ne sont pas diagnostiqués Covid, non, mais c'est des pathologies qui reviennent de plus en plus dans le cas de la Côte d'Ivoire et qui a été constatée dans la plupart des consultations chez nous et qui nous fait nous poser la question de savoir si, en dehors du Covid long, est-ce qu'on n'est pas rentré dans un contexte qui a fragilisé, qui a entraîné une diminution de l'immunité. Ça, c'est le premier constat. Ou bien est-ce que l'utilisation un peu trop longue du masque n'aurait pas fragilisé l'organisme? En tout cas, c'est une réflexion qui est en cours. Et donc, forcément, par rapport à tous ces types de pathologies qui sont en train de se développer, c'est l'augmentation en termes de vente des produits de type antihistaminique, des produits antidouleurs, de temps en temps par rapport à la fièvre. Et paradoxalement à ça, bien sûr, c'est pouvoir développer son immunité. Donc, on voit consommer de plus en plus des produits, je dirais, à base de plantes pour stimuler l'immunité, le moringa. On parle de plus en plus de produits à base de plantes. On voit que cette activité commence à se développer dans le contexte actuel par rapport, je pense, lié aussi au Covid. Et donc, ce qu'on pourrait aussi rajouter par rapport aux préoccupations qui nous ont été demandées, c'était également concernant la confiance surtout par rapport à cet aspect lié, je dirais, à l'information liée à la Covid-19, c'est clair qu'il y a une modification des comportements chez nous. Quand j'ai une modification des comportements chez nous, c'est que même en termes de vaccination, ils ont été très peu à pouvoir avoir les 3 doses. Les 2 doses, ils étaient certains et nombreux sont restés pas vaccinés. Au point où, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que les autorités locales chez nous ont changé leur façon d'approche. Je donne l'exemple du vaccin lié, par exemple, au papillovirus, qui est quand même important chez nous, puisque le taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus est le deuxième plus élevé après celui du cancer du sein. Et pour cette politique-là, il a fallu d'abord une sensibilisation pendant un long moment. Ensuite, même après la sensibilisation, il s'est agi de pouvoir demander l'avis des parents avant de passer à la vaccination. Donc, on est vraiment dans un contexte où, j'ai envie de dire, du fait de tout ce qu'on a pu entendre dans le cadre aussi bien à travers Internet, à travers les contradictions liées à la vaccination et tout ça, que le contexte, en termes je dirais, d'informations données par nos autorités, est de plus en plus pris entre griffes. Et je pense que c'est aussi l'occasion que je dirais, tout le secteur professionnel médical puisse eux aussi quand même quelque part parler le même langage. Parce que souvent on se retrouve avec des contradictions dans des propositions de traitement et je pense que ça non plus, ce n'est pas fait pour rassurer les patients et je crois que c'est un aspect qu'il faudra évoquer. Et je pense que je terminerai en disant de notre point de vue par rapport à la Côte d'Ivoire, il est important parce que c'est vrai que j'ai vu qu'au niveau du Maroc, les choses sont bien identifiées, mais dans le cas du Covid long, je pense qu'il est important qu'on puisse mettre en place un consensus de suivi multidisciplinaire pour le soin des Covid longs, parce que pour l'instant, c'est laissé à la charge de chaque médecin et ce n'est pas bien codé chez nous. Et il est important qu'on puisse à la fois aussi faire une formation là-dessus pour que nos médecins soient bien au fait de ce traitement du Covid long, parce que je pense que ça continue au jour d'aujourd'hui. Et pour revenir sur les gestes barrières, parce que ça aussi, ça a été un élément important, je pense que c'est des aspects qui ont commencé à être oubliés. On ne voit plus de gens qui portent des masques chez nous. Les quelques rares qui en portent sont ceux qui ont parfois la grippe, et encore. Et donc, avant, on avait par contre, le lavage de mains reste régulier. C'est vrai que de plus en plus,
ils utilisent, je dirais, des gels, ça reste encore un peu d'actualité. Quant à tousser dans le creux de la main, ça c'est quelque chose qui se voit de moins en moins. On est retourné à les anciennes habitudes en mettant la main devant la bouche. Et je crois qu'on a besoin de ce point de vue, de recommencer une sensibilisation sur les gestes barrières, parce que je crois que ça a apporté pas mal d'intérêt dans la protection de la population, et il faudrait qu'on continue. Et je pense aussi qu'il faille réfléchir et continuer à creuser, je dirais, cette avancée de plus en plus importante de ces pathologies, de ces cas d'allergie qui deviennent de plus en plus récurrentes, des cas d'asthme qui sont à une fréquence beaucoup plus importante. Savoir pourquoi, après cette Covid-19, on commence à avoir je dirais, des situations où des personnes qui n'avaient pas d'allergie auparavant l'ont maintenant. Il y a une certaine fragilité qu'on se doit de creuser si on veut pouvoir bien serrer l'impact du Covid-19 sur l'activité de nos populations. Je vous remercie. Merci, Dr Charles Bouguifo. Et on donne la parole tout de suite à Dr Aboubakrin Sarr du Sénégal. Et lui, il a la casquette un petit peu publique et privée, donc il va pouvoir nous parler de ce qui se passe dans les officines, mais également de ce qui est fait au niveau du ministère de la Santé et de la Protection sociale et de l'Action sociale au Sénégal. Bonjour. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tout le monde. Je voudrais à mon tour remercier le comité d'organisation pour l'invitation renouvelée à cette rencontre annuelle d'échange et de communion sur les questions et questionnements de la santé en général et du médicament en particulier. Mais également remercier le comité scientifique pour nous donner l'opportunité de participer modestement à ce panel portant sur un thème d'actualité qui a eu à remuer le monde et montrer les limites de nos capacités de résilience sanitaire, comprenez bien la Covid-19. Mais également féliciter et remercier les éminentes personnalités scientifiques qui viennent de nous gratifier d'excellents exposés sur la thématique du jour. Nous voudrions, comme on nous l'a demandé, axer notre intervention sur, en tant que professionnels de santé, des populations, l'analyse du comportement et des habitudes de nos concitoyens depuis la fin déclarée de ce Covid-19. Mais si vous le permettez également, donner notre avis sur les mesures préventives à prendre aujourd'hui à la suite de la Covid-19 avec tous les impératifs qu'on a eus, des difficultés qu'on a eues en termes d'approvisionnement. Le Sénégal faisait l'un des rares pays, en tout cas en Afrique de l'Ouest, à quotidiennement exposer les cas de Covid-19, donner le nombre de cas du jour et même les décès, pour dire que la Covid-19 a eu un impact assez particulier au Sénégal, avec assez de cas et plusieurs décès. La deuxième chose, dans les débats scientifiques, il était bien convenu qu'on fasse de sorte que chaque fois que de possible, qu'on puisse donner le nombre de cas et les catégories d'âge par rapport à la Covid-19. C'est pour un peu distinguer les uns et les autres. Mais ce qu'il faut retenir très pratiquement par rapport à la question posée, c'est le comportement de nos populations depuis la fin. Aujourd'hui, l'un des centres de traitement référentiel qui était l'hôpital de Fann, nous avons constaté après la Covid-19 beaucoup de décès suite après qu'on ait déclaré la fin de la Covid-19. Ce sont ces impacts-là que nous avons ressentis. Et beaucoup d'orientations ont été faites pour renforcer quand même le milieu de la sensibilisation à ce niveau-là, au niveau du ministère en tout cas. Et beaucoup de dispositions sont prises pour renforcer capacité, le matériel comme en personnel, ces centres de traitement, mais également ces hôpitaux, comme on pourrait les appeler. Maintenant, pour répondre à la préoccupation
de madame, en tant qu'officinal, comme l'a dit tantôt mon confrère, heureusement au Sénégal, avant même la Covid, dans le cadre du Programme national de développement sanitaire et social, beaucoup d'initiatives ont été mises en place pour davantage approcher le médicament comme le traitement aux populations. Et dans cette dynamique-là, beaucoup de groupes, catégories sociales ont été invités à venir participer à l'effort de soins. Et ce ne sont pas forcément des agents de santé. C'était des agents communautaires, des associations de femmes, qu'on appelle communément chez nous Badjanugor, ça veut dire marraines du quartier, qui étaient un peu le relais entre les prestataires, les structures de soins et les populations, qui apportaient énormément d'informations, de sensibilisation, d'orientation aux populations. Donc, déjà, ces populations avaient une idée de chaque fois comment se comporter par rapport à certaines pathologies, même si pour la Covid, c'était un peu compliqué. Donc, à la fin de la Covid, particulièrement pour la planification familiale, la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans par rapport à certaines pathologies. Donc, les populations ont été souvent outillées pour prendre des dispositions à prendre, des comportements à avoir. Donc, aujourd'hui, avec la fin de la Covid, d'autres initiatives dans ce sens-là ont été déjà mises en place, sont mises en place pour faire de sorte que les populations prennent le maximum de précautions. Il est vrai que pour les masques, il y en a moins, mais depuis quelque temps encore, les masques sont ressortis. Parce qu'on a senti au Sénégal un pléthore d'infections pulmonaires sous forme de grippe. Nous, on l'appelle grippe, mais à l'officine, nous leur disons que c'est de la Covid. C'est parce qu'aujourd'hui, les populations ont une immunité communautaire, mais c'est la grippe. Donc, il y a cette conscientisation. À l'officine également, on a remarqué que ces certains temps, il faut s'en féliciter particulièrement Madame la Présidente qui est là, qui en est l'une des initiatrices, faire de sorte que quand même qu'on transforme les officines. Le back-office des officines a été beaucoup amélioré au Sénégal pour recevoir les populations. Et ça, il faut féliciter des dames comme Madame Sokhna Diagne, qui ont initié beaucoup avec des jeunes pharmaciens comment développer leur officine pour avoir des espaces de conseil et d'orientation. Et à ce niveau-là, c'est vrai, beaucoup de conseils sont donnés, surtout comme l'a dit tantôt mon ami Ben Hamar. Vous écoutez des gens, vous sentez qu'ils ont des préoccupations. C'est vrai, ils ont mal, mais le mal est assez profond, parce qu'ils doutent même d'eux aujourd'hui. Ils commencent à douter d'eux. Ça veut dire que quelque part, ça a atteint un certain niveau. Et ça c'est un élément. Pour également les prescriptions, on a senti de façon systématique que les gens prescrivent 4 ou 5 produits associés maintenant pour la prise en charge même de la grippe simple ou bien même du rhume. Ça part de la pseudoéphédrine, phényléphrine, l'azithromycine, du paracétamol et de la vitamine C, systématiquement, pour prendre en charge. Donc, quelque part, on est en train de maximiser pour dire que peut-être c'est de la grippe. Les prescripteurs, que ce soit au niveau le plus élevé comme au niveau le plus bas, peut-être au niveau des centres de traitement ou bien au niveau des hôpitaux, c'est plus spécialisé à ce niveau-là pour les malades qui sont vraiment à un niveau assez avancé. Et la dernière, et c'est là où je voudrais vraiment moins intervenir, l'enseignement que doit donner la COVID-19. C'est là où je trouve l'intérêt de ce thème qu'on vient de développer, et particulièrement au Maroc. Je dis toujours qu'aujourd'hui, le fait qu'on ait refusé à un certain moment d'offrir en cas certaines parties du continent les médicaments, c'est parce que c'était difficile pour eux de les sortir. Il est temps aujourd'hui, avec cette lecture qu'on a, de faire de sorte qu'on relève notre niveau pour aller vers notre souveraineté thérapeutique et pharmaceutique, pardon, pour une indépendance thérapeutique. La prochaine pandémie, sachez que ce sera extrêmement difficile qu'on puisse dépendre des autres.
Ce n'est pas possible. Tout à fait. Il faudrait qu'on revienne chez nous. Et pour moi, c'est important que dans mon pays, le Sénégal, qu'on puisse dire que nous voulons faire du Sénégal un hub logistique et innover et promouvoir l'industrie pharmaceutique qu'on est en train de relancer. Et tout récemment, c'est là où je termine, l'OMS a ouvert au Sénégal un hub logistique des urgences sanitaires en Afrique. C'est un cadre qu'ils ont mis en place au Sénégal pour recevoir non pas seulement des médicaments, mais les véhicules, les équipements, tout pour qu'à chaque fois que de besoin, à partir du Sénégal, pour le Sénégal comme pour les pays de la sous-région, dès qu'il y a une épidémie, en tout cas une pandémie quelque part, qu'on puisse investir. Si l'Organisation mondiale le fait, il nous revient à nous très tôt pour que demain, ces médicaments-là dont on aura besoin puissent être produits chez nous, pour nous et par nous, comme l'ont fait les Américains, le phobie américain, for us, by us. Je vous remercie. Merci. Docteur Naoufel Amira, pour la Tunisie, qu'en est-il? Merci Madame la Présidente. Je remercie le comité d'organisation pour m'avoir invité pour s'étendre un peu sur le Covid lent en Tunisie. Je remercie encore une fois mon ami Younes pour la bonne organisation de cette édition d'Office Expo. Donc en Tunisie, pour le Covid, on a eu des ravages en Tunisie. Il y a eu même un gouvernement qui est tombé à cause du Covid en Tunisie en 2021. On a eu presque 30 millions de décès, 30 000 décès. On a eu 1 100 000 cas détectés positifs et 5 millions de tests réalisés par le ministère et le privé, dont 1 100 000 tests positifs. Donc on a subi tous les ravages du Covid. À chaque fois qu'il y avait une vague en Europe, on la subissait immédiatement après. Au niveau des officines, au début, on a fait ce qu'on pouvait avec les moyens du bord. On n'a pas eu de pénurie de médicaments en Tunisie, vu que les produits étaient essentiellement fabriqués localement. Donc on a eu une petite indépendance par rapport à ça. Mais tout de suite après la fin de la dernière vague, on a vu des cas, beaucoup de cas, d'insuffisance cardiaque. Beaucoup de ventes au comptoir d'antitussifs qui ne donnaient pas de résultats avec une toux persistante et avec 0 résultat avec les produits qui existaient en officine. Et surtout une explosion du chiffre d'affaires des médicaments qui concernaient la maladie psychiatrique en Tunisie, et tout ce qui est antidépresseur, tout ce qui est anxiolytique. Donc, on a vu que les chiffres de médicaments, surtout en 2023, étaient un peu inversés. Donc, on avait des grands chiffres pour les diurétiques et les IEC, et beaucoup d'augmentation aussi pour le chiffre d'affaires des antidépresseurs, avec une baisse du chiffre d'affaires des antibiotiques et une baisse du chiffre d'affaires des antipyrétiques type paracétamol et tout. Donc ça se voyait qu'il se passait quelque chose. Au niveau des cabinets de médecins, surtout les cardiologues, on se posait beaucoup de questions par rapport à la vaccination. On pense aussi que la vaccination joue un rôle dans ce genre de symptômes. En Tunisie, depuis avril 2021, on a une instance qui s'occupe de l'accréditation et de l'évaluation en matière de santé, qui a fait sortir un guide pour les professionnels pour le suivi du Covid-lent. Donc déjà, on parlait de Covid-lent depuis avril 2021 et des mises à jour, à chaque fois on faisait des mises à jour. Les professionnels étaient vraiment conscients du problème du Covid-lent, mais on n'a pas au début cru que le Covid était une maladie qui pouvait être plus ou moins chronique. Maintenant, il s'avère que oui, en Tunisie, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'efficacité du vaccin et aux effets secondaires du vaccin par rapport surtout aux affections cardiaques. Donc à peu près c'est ça la situation en Tunisie. Je vous remercie pour l'invitation encore une fois et merci.
Notre ami Abdrahim Draji devait être également parmi nous à cette table ronde pour apporter un témoignage en tant que pharmacien marocain. Il a été retenu à Casa pour des raisons de santé d'un membre de sa famille, donc nous avons une pensée pour lui et je pense que dans la salle, il y a des pharmaciens qui pourront apporter leur témoignage. On va passer aux séances questions-réponses. Et moi, justement, je reviens sur la dernière intervention de Dr Naoufel sur les vaccins. Et je voudrais justement poser ma question à professeur Nibi par rapport aux études qui ont été menées. Est-ce que nous avons mené les études de Covid-Lan également chez les vaccinés? Et est-ce qu'on a prouvé effectivement l'efficacité des vaccins par rapport au moins par rapport au Covid-Lan? Ce que j'ai montré dans la série, surtout dans la série des vétérans américains qui ont été vaccinés, donc on a montré que la vaccination a effectivement protégé à hauteur de 15% contre le Covid-Lan. Et est-ce que la vaccination guérit le Covid-Lan? C'est controversé. Il y a 7 études qui ont montré un bénéfice et 4 études qui ont montré le contraire. Mais bon, ça reste discuté tout ça. Mais en tout cas, la vaccination protège, c'est sûr. Des questions dans la salle? Oui, ici. Voilà. Monsieur El-Bouhmadi. Oui, pardon. Merci beaucoup pour ces brillantes présentations, vraiment très, très intéressantes à tous les niveaux. Je pense qu'un des points clés, et vous avez cité cette notion, c'est que le patient doit avoir conscience parfois du Covid-Lan, parce qu'il ne le sait pas en général. Il a des symptômes, il ne sait pas les localiser. J'ai juste une simple question pour vous. Est-ce que vous savez qu'il y avait le symptôme, professeur, il y a le Covid asymptomatique aussi. Est-ce qu'il y a le Covid-Lan chez les patients qui ont eu un Covid asymptomatique? Oui, mais bon, comme j'ai montré dans la série qu'on a travaillé au service, c'est plus les patients symptomatiques que les asymptomatiques. Donc, c'est associé plus chez les patients asymptomatiques et les patients qui étaient très symptomatiques. Donc, mais les patients asymptomatiques aussi, on peut avoir un Covid long. Il y avait Najia et Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. J'aimerais partager avec vous mon expérience de recherche au Canada depuis 1988. En immunologie, je travaille sur le VIH, sur le cancer et maintenant sur le Covid. Ce que j'ai découvert par hasard et qui s'est confirmé, c'est qu'au niveau du pronostic de l'évolution du Covid, il y a actuellement 18 publications sur ce sujet d'éminents chercheurs. Les gens qui ont un mauvais pronostic sont ceux qui ont un système immunitaire faible. Et le marqueur important que je vous recommande de prendre, c'est les lymphocytes T8 qu'on appelle les cellules tueuses du système immunitaire. On les appelle les CD8. On a démontré que les gens qui avaient des lymphocytes T8 élevés ne s'infectaient pas ou avaient un Covid asymptomatique ou peu virulent. Et par contre, les gens qui ont un système immunitaire faible, qui est démontré par une baisse des lymphocytes T8 et T4, évoluer vers la cascade de cytokines et une évolution plus grave. Donc, effectivement, le vaccin protège, comme l'a dit mon collègue, mais je partage aussi l'opinion du docteur Amira. Ce n'est pas un vaccin absolu. On a été confronté à une situation d'urgence où il fallait développer des vaccins qui, certes, nous ont protégés, mais une protection de 15%, ce n'est pas une véritable protection. Et je vous mets en garde, j'ai une publication, j'ai donné beaucoup de conférences sur le Covid aux médecins, pharmaciens et dentistes au Canada. Il y a eu beaucoup d'effets secondaires. Et ça, c'est caché, ce n'est pas rapporté. OK ? Faites attention, on ne va pas se vacciner. Je suis contre la vaccination des enfants. OK ? Parce qu'il n'y a pas des études à long terme qui ont démontré ceci. Et les vaccins les plus dangereux, malheureusement, c'est les vaccins ARN, et je dois les citer, ceux de Pfizer et de Moderna. Merci. Merci. Najia. Oui, merci. Ce à quoi nous sommes confrontés. Merci d'abord pour vos brillantes interventions, très complémentaires et
et je pense qu'on aurait eu un ORL, ça nous aurait aidé également. Parce que parmi les éléments du Covid long que nous avons, c'est d'abord les troubles psychiques, c'est clair et net, aggravés chez les patients déjà qui avaient des pathologies, ou même sur l'environnement familial. Donc c'est manifeste, je suis dans un quartier populaire, c'est quelque chose de constaté. J'ai la femme de ménage de la pharmacie qui avait une dépression, maintenant elle est en dépression sévère depuis qu'elle a été contaminée, et c'était avec le Wuhan. Jusqu'à présent, elle est isolée et même en régression psychique. Et ce qu'on nous rapporte aussi, c'est tout ce qui est les dysgueusies. C'est très mal vécu, extrêmement mal vécu. On a du mal à apporter des réponses. Je ne sais pas s'il y a eu des réponses là-dessus. Bien sûr, au niveau cardiologie, là aussi, on a des jeunes de plus en plus qu'on envoie consulter chez les cardiologues. Mais on a besoin, au niveau de l'officine, de quelques éléments de réponse. Au-delà d'orienter vers les médecins et de dédramatiser la consultation chez un psychiatre, sachant que, je le dis tout de suite, il y a quelques pénuries et ruptures en ce moment pour le lithium, le téralite et tout ce qui est traitement donc, de l'Alzheimer aussi en ce moment. Mais ça, ce n'est pas le propos. Donc, c'est qu'on nous rapporte quelques éléments à travers une formation de réponses qui peuvent être adaptées pour aider les gens à se rétablir, au moins pour ces troubles qui sont très très mal vécus sur la dysgeusie. Il y a des gens qui n'arrivent plus à manger, les troubles de l'odorat également, même pas l'anosmie, mais c'est une limonade, ça les écœure, ou certains, chacun à sa manière. C'est des choses qui nous sont rapportées régulièrement. Une réaction? Oui. Oui, la place du pharmacien est à mon sens essentielle. La place du pharmacien est à mon sens essentielle, non pas pour délivrer le médicament, mais pour être à l'écoute, hein, tout simplement. Je disais tout à l'heure à un collègue, avant mon intervention, je disais à quel point il est important qu'un médicament soit prescrit, ce que j'appelle prescrit dans la parole. Et d'ailleurs, je le dis souvent à mes confrères psychiatres, ils ne sont pas là pour délivrer une ordonnance, ils sont là pour donner des médicaments qui n'auront d'effet que s'ils s'inscrivent dans la parole. Un médicament a réduit son impact de près de 70% s'il ne s'inscrit pas dans la parole. Et on se retrouve souvent maintenant avec des gens qui vont voir le premier médecin, le deuxième médecin, le troisième médecin, il leur dit, écoutez, moi j'ai essayé tous les médicaments. C'est vraiment style, allez, vous tirez une balle dans la tête. C'est tout le problème, parce que, alors que quand vous inscrivez justement le médicament dans la parole, vous lui apportez énormément de force. Et le pharmacien s'inscrit là-dedans. Et c'est pas si compliqué que ça. Il faut simplement donner du temps à la personne, être à l'écoute, être dans l'empathie. C'est quoi l'empathie? C'est montrer à l'autre qu'on ressent ce qu'il sent. Non pas qu'on s'en fout. Hein. Et quand l'autre ressent cela, on vibre en phase avec lui et on lui donne la possibilité de s'ouvrir à l'impact de la puissance chimique et surtout psychologique du médicament. Donc, quand on est dans cette ouverture au discours de l'autre, on est capable de beaucoup de choses. Et je disais aussi qu'on donne toute sa force à ce que j'appelle la magie de la parole. La parole est magique, la parole fait la guerre, la parole fait la haine, elle fait l'amour, elle fait tout. Donc sachons l'utiliser, mais on ne peut l'utiliser sans être à l'écoute. Donc le pharmacien a un rôle majeur, en plus bien évidemment de l'orientation, mais il a, je crois, un rôle thérapeutique à ce titre-là. Merci d'avoir permis de le dire. Docteur Ikhlas Benihia. Je remercie l'ensemble des panélistes qui nous ont fait un brillant exposé au sujet du post-Covid. Un clin d'œil à mon ami Ben Ammar. Il y a une formule, une recette, comme a dit mon confrère qui est en circulation actuellement dans plusieurs quartiers, à Kazan du moins, c'est l'accoutumance ou l'abus de la codéine, avec des antihistaminiques. Il y a des cocktails qui sont en train d'exploser maintenant dans plusieurs quartiers, et ça devrait être listé au même titre que le Poufa dont vous avez parlé et le Kakoubi, parce que là, on en voit de plus en plus. Maintenant, après le Covid,
dans certains quartiers, on a constaté que des personnes étaient réticentes au vaccin. Très bien. Elles se sont fait vacciner et toutes les pathologies qu'elles présentent maintenant, tous les symptômes qu'elles présentent maintenant sont systématiquement dans leur esprit liés à la post-vaccination. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail de sensibilisation de la population à ce sujet-là? Elles ont mal au genou, c'est à cause du vaccin. Elles ont mal au dos, c'est à cause du vaccin. Elles ont des rhumes à répétition, c'est à cause du vaccin. Je crois qu'à un moment donné, il va falloir démystifier cette notion d'effet de post-vaccination au niveau de l'esprit de la population, d'autant plus que j'ai lu dans certaines revues que bientôt il va y avoir une campagne d'autres vaccinations Covid en France, par exemple à partir du mois de mai. Si jamais ça arrivait chez nous, je ne sais pas quelle va être la position de notre politique de santé ici, mais si jamais ça arrive chez nous, comment pouvons-nous être armés ou être aidés pour sensibiliser la population contre ceci? Est-ce que je peux répondre? Bien sûr. Je vous remercie et vous félicite pour votre remarque très importante. Il faut faire attention, comme vous dites, de ne pas attribuer tous les maux à la vaccination. La vaccination, c'est sûr qu'elle a donné des résultats, mais à mon humble avis, insuffisants. Mais le problème des personnes dépendantes des drogues, pourquoi elles sont erronées? Parce que les drogues affaiblissent le système immunitaire. Le tabac, l'abus d'alcool et évidemment les drogues fortes, c'est sûr que ça déprime le système immunitaire. Alors ce que ces gens-là ont manifesté, c'est les conséquences à long terme de l'abus des drogues et non pas de la vaccination, à mon humble avis. Professeur Ennibi, vous voulez avoir une réaction? Moi, justement, par rapport à cette question, je reviens à ce que disait Dr Thiel par rapport à la confiance dans nos politiques également. Et je pense qu'avoir une politique de santé, une politique nationale de santé, en tout cas par rapport à des vaccinations, c'est quand même une politique nationale, c'est pas une politique qu'on prend à la légère, doit être peut-être faite en concertation avec l'ensemble du corps, donc des médecins, des pharmaciens, des CHU, pour pouvoir faire adhérer la population à cette vaccination et ne pas avoir cet effet pervers de conséquences ou de symptômes post-vaccinaux. Je sais pas. Oui, je ne peux qu'abonder dans votre sens. Et ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est toutes les possibilités qu'offre la parole. Vous savez, c'est tout simplement ça. Et on a eu une grosse difficulté à ce niveau dans le pays. Ça veut dire qu'on n'a pas informé, on n'a pas sensibilisé, qu'on n'a pas parlé tout simplement autour du Covid. Et il fallait parler. Quel débat il y a eu à la télévision? Quel débat il y a eu à la radio? Quelle possibilité avons-nous donné aux citoyens d'avoir une vision scientifique du problème? Et quand on ne donne pas d'informations, qu'est-ce qu'on fait? On construit des fantasmes, on construit du rêve, on construit des délires, on construit des stéréotypes, on construit des idées que l'on partage avec les autres, encore une fois, la magie de la parole, et ça devient des vérités indéniables, ça devient des vérités partagées par tout le monde. Et on se retrouve avec des gens qui vous disent tout et n'importe quoi, renforcés par les autres qui disent aussi tout et n'importe quoi, et à l'échelle du pays, on raconte tout et n'importe quoi, parce que les responsables de l'information, de la sensibilisation, de la communication n'ont pas fait leur boulot. Et il faut qu'ils fassent leur boulot. Merci de nous le faire. Je pense qu'ils n'ont pas fait ou ils n'ont pas été associés à... Ils ne l'ont pas fait, madame. Ils ne l'ont pas fait. Nous l'avons dit à maintes et maintes reprises. Ce sont les professionnels qui ont pris la parole à travers des conférences, à travers des Zooms. Moi, j'ai fait au moins une vingtaine, une trentaine de conférences autour de ça. Mais ce n'est pas à moi de le faire seulement. C'est les médias, madame. C'est les médias qui impactent. Les médias vous font haïr quelqu'un, vous font aimer quelqu'un. Les médias ont une force extraordinaire. Les politiques le savent. Les chefs d'État le savent, n'est-ce pas, les amis? Donc, il est important de savoir utiliser
cet outil, ces outils-là, pour passer les informations qu'il faut, là où il faut et comme il faut. Il me semble que nous sommes encore en train de passer à côté de ces conséquences et de ce post-Covid et de ce Covid lent parce qu'on n'informe pas suffisamment. C'est pareil maintenant, voilà, madame. C'est pareil. Aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas encore sorti de ce Covid et qu'on doit continuer la sensibilisation, on doit continuer l'information. On a vu des cas cliniques, on n'était pas au courant, on ne sait même pas ce qui se passe, comment ils sont pris en charge. Et ça, je crois que tout un chacun doit être informé pour pouvoir se faire une idée et dépasser... Tout ce qui n'est pas suffisamment maîtrisé fait peur. C'est comme la maladie mentale, c'est comme la mort. Vous savez, le Covid fait peur, il nous effraie. Il nous effraie. Et à partir du moment où il nous effraie, c'est quoi la réponse psychologique qui vient en la première défense? C'est quoi? C'est le déni. On ne veut rien en savoir. D'où le fait qu'on n'informe pas. C'est pour ça que je dis solennellement à tout le monde, devant tout le monde, qu'on n'a pas suffisamment, on n'a pas suffisamment informé, on n'a pas informé, madame, on n'a pas communiqué autour, et il faut le dire haut et fort pour que justement on sorte du déni. Et on se confronte à la réalité, et c'est qu'en se confrontant à la réalité qu'on lui apporte les vraies réponses, tout simplement. Tout à fait. Permettez-moi de compléter ce que dit Dr Thiel. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et moi, je n'étais pas au Maroc, je suis au Canada, mais le problème de la mauvaise information, la désinformation ou le manque d'information est à l'échelle internationale. Au Canada, c'était la même chose. Pourquoi les journalistes veulent dramatiser? Écoutez, un journaliste n'a pas les données scientifiques pour informer la population quand on la dirige juste dans un sens. Elle ne veut pas perdre sa liberté. Moi, j'ai été abasourdi par les campagnes d'information à la télévision canadienne. Ce n'est pas une république bananière. Et j'ai écrit au président de la télévision canadienne en trouvant que ce n'était pas objectif. Il m'a tout simplement répondu, je vais informer la salle d'information là-dessus. Mais on ne fait rien. Alors, écoutez, il faut prouver que les enfants, parce que les enfants ont une immunité souvent plus forte que nous. Est-ce que le vaccin renforce l'immunité ou le contraire? Il y a des données qui disent que c'est le contraire. Pourquoi on va obliger des enfants et non pas donner la liberté aux parents de décider pour leurs enfants? Et ce problème va se continuer et nous devons nous mobiliser pour arrêter cela. Merci. Oui, docteur Daniel. Merci Madame Saint-Ici pour votre excellente modération. Merci aux différents intervenants pour ce brillant partage d'expériences. Dans certains pays, des médecins ont constaté une recrudescence des maladies auto-immunes après la vaccination, certaines formes de cancer, des pathologies vasculaires, surtout chez les personnes qui ont reçu une 4e et 5e dose et qui continuent encore au niveau des vaccins. Il serait judicieux de mener une étude chez les médecins qui rencontrent tous les jours les malades, voir exactement quelles sont les pathologies qui sont en nette augmentation et est-ce qu'elles sont véritablement liées à la vaccination. L'expérience africaine du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, en parlant de plantes médicinales, est très judicieuse également pour renforcer l'immunité tout en n'ayant pas d'effets secondaires. Donc, pour ce suivi pour les médecins, il serait très important, comme elle a dit notre consoeur, pour la prochaine pandémie, tout le monde va être un peu devant une grande question. Faut-il continuer la vaccination et quelle dose? Merci infiniment. Donc, je saisis l'occasion pour vous répondre, madame. Juste par rapport à l'expérience locale, l'établissement du lien cause à effet entre le vaccin et les événements, je parle pour moi-même, cardiovasculaires, sont des fois difficiles à établir. Surtout dans certaines populations qui sont elles-mêmes sujettes ou qui a des facteurs de risque qui peuvent expliquer les pathologies qui peuvent survenir. De façon anecdotique, je peux raconter un cas clinique d'un patient que nous avons reçu. C'était un patient de 65 ans et qui venait de faire sa vaccination au retour, donc il est au milieu rural, au retour de la campagne de vaccination,
agression, il se fait donc, il a reçu donc une agression d'abeille, et puis il a atterri au CHU dans un état de choc cardiogénique, et avec un infarctus du myocarde qui était circonférentiel. On n'avait pas su remettre en question si c'est un choc cardiogénique, si c'était un infarctus, un Takotsubo, si c'est lié aux abeilles, si c'était lié au vaccin. C'est vraiment très anecdotique comme cas clinique. Mais également dans la population d'insuffisance cardiaque que nous voyons presque chaque jour, nous avons une unité d'insuffisance cardiaque, nous avons noté 2 cas de figure. Il y a certains patients qui s'amélioraient, qui n'ont pas fait de décompensation cardiaque. On ne sait pas si parce qu'on fait très bien en termes de traitement, si on ne les revoit pas parce qu'ils sont décédés à cause de leur insuffisance cardiaque, malheureusement, ou parce qu'en faisant mieux, en se vaccinant, on prend plutôt nos précautions vis-à-vis des autres infections qui sont des causes de décompensation. Donc c'est un sujet qui est très controversé. Si on veut mener les études, il faut les mener sur différentes populations. Il y a la population générale et il y a la population fragilisée, essentiellement par les affections cardiovasculaires. Ça va être 2 études différentes, voire plusieurs études. Et je ne sais pas si nous avons le financement gouvernemental pour le faire. En tout cas, on espère l'avoir et on est prêt. Nous avons une population qui est énorme. Et je pense qu'on a eu quand même au Maroc une vaccination avec le vaccin Sinopharm qui est à virus inactivé, donc avec moins de conséquences que l'ARN. L'ARN, totalement. Oui, Francis. Merci Madame Sandici, merci Léla. Merci beaucoup pour cette table ronde. J'aimerais revenir juste sur un point antérieur et poser la question de votre expérience nationale. Il a été évoqué un mot intéressant et très impactant, l'infodémie, et un reproche sans doute justifié, mais en même temps un petit peu injuste, peut-être à l'égard des autorités qui ont cherché à communiquer pendant la période. On est rentré dans un monde d'incertitude incroyable. Nous n'avons pas dans l'expérience l'humanité d'une communication en temps réel sur des éléments d'incertitude, donc nous n'arrêtions pas de communiquer en temps réel sur une incertitude extraordinairement anxiogène. Et pendant les périodes de confinement, il y a eu un gel total de la vie sociale, de la vie culturelle, de la vie entrepreneuriale, de la vie économique, de la vie administrative. Donc un espace de disponibilité mentale qui a cherché à se meubler avec tous les fantasmes imaginables, alimenté par une extraordinaire fragmentation au travers des réseaux sociaux. Et la polarisation en mini-communautés qui, selon leurs préférences, en quelque sorte, se sont jointes, me laisse m'interroger quant à la leçon que l'on peut tirer en termes de défaut de communication pour le prochain grand stress. Vous l'avez dit, il viendra. Nous serons à nouveau confrontés à des situations qui pourraient être critiques, voire super critiques. Et dans ce cas-là, est-ce qu'une communication centralisée qui abolit des systèmes de réseaux sociaux, ce qui est, sur le plan politique, c'est quand même une sacrée question, ou est-ce qu'on laisse ces micro-communautés qui ont chacune leur mérite, hein, bien sûr, mais qui ont un effet de fragmentation extraordinaire de toute communication, de tout message qui peut être envoyé par l'autorité publique responsable en l'état de ses connaissances. Donc une extraordinaire fragmentation des psychés. Nous l'avons très fortement connue en Europe. J'aimerais savoir si vous avez observé aussi dans vos pays un activisme sur les réseaux sociaux d'expression d'inquiétude relayée, amplifiée, qui se polarisait, et parfois de manière à front inversé, parfois. Parce que ça, c'est quelque chose qui est extraordinairement difficile à gérer pour le futur. Donc, quelles sont, s'il vous plaît, vos expériences? Qu'avez-vous pu noter dans ces champs-là? Merci par avance. Alors, docteur Thiel, oui. Oui, je peux esquisser une réponse. Évidemment, vous savez, ce qui s'est passé, en fait, c'est que en tout cas chez nous, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu plusieurs personnes qui ont informé à travers des conférences. Il y en a eu énormément, des professionnels. Et il y a eu les réseaux sociaux, qui aussi ont été alimentés par les conférences. Et donc, il y a eu pratiquement que ça. L'information officielle, elle ne donnait que des chiffres. L'information officielle donnait des chiffres. Et ce que je disais tout à l'heure, là où le bas blesse,
on avait demandé à ce qu'on fasse quelque chose par rapport à cela, c'est la réflexion. Hein. S'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de possibilité d'échanger et de partager quelque chose à quoi le citoyen, qui est accessible aux citoyens, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de donner la possibilité aux citoyens d'avoir plusieurs champs d'information, dont l'officiel. Et quand il n'y a pas l'officiel, ça se construit autour de ce que les réseaux sociaux nous apportent, sachant que les réseaux sociaux nous apportent en fonction de nos affinités, nos sensibilités. Donc on se retrouve avec une information, comme vous l'avez très justement dit, totalement fragmentée. Et vous savez, fragmentée, c'est de la dissociation, c'est de la schizophrénie. Hein, et on se retrouve avec une information schizophrénisée. Hein, et c'est tout le problème, d'où la nécessité, d'où le fait que j'ai insisté lourdement sur la place de l'État en la matière. Hein. L'État doit permettre justement de centraliser quelque chose d'important pour apporter quelque chose qui doit rester une référence. Et après, si on a les informations sur les réseaux sociaux, on peut aussi la confronter à cela et ça va nous rendre, je vais vous dire, beaucoup moins schizophrènes. Hein, oui, on peut se poser la question, mais en tout cas, quand on ne l'a pas, on est très fortement schizophrénisé. Vous savez, il faut, disons, alléger au mieux que faire se peut l'impact destructeur au niveau de la construction de notre champ, dans notre champ de pensée, de nos représentations de ce qui se passe. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est quelle représentation est-ce qu'on construit, hein? Est-ce qu'on la laisse comme ça, à la merci de tout et n'importe quoi? C'est comme un enfant qui s'auto-éduque. Hein? Il est à la merci de tout et n'importe quoi. Il faut que les parents assument leur rôle qui est de cadrer. C'est un rôle de recadrage. Les parents ne font que ça toute leur vie durant et l'État a aussi ce rôle. Voilà ce que je pourrais en dire. Moi, je trouve que votre question est très importante. Ce qui m'a dérangé beaucoup, c'est qu'il y a plus de 15 000 médecins à l'échelle mondiale qui ont signé la déclaration de Rome en disant qu'ils ont été menacés, qu'on a dit qu'on allait les enlever de l'ordre des médecins. Ils ont perdu leur poste. Des grands virologues en France et aux États-Unis. Ça, c'est inacceptable. Parce qu'ils ont dit, attention, ils n'étaient pas contre la vaccination. Quand on est contre, on dit, vous êtes un négationniste. Il faut apporter des preuves scientifiques, puis il faut mettre dans la balance le pour et le contre. Je trouve inacceptable que des gens prestigieux ont été mis à l'écart parce qu'ils ont sonné l'alarme sur les dangers des vaccins. Docteur Aboubakr, vous voulez... Merci. Moi, je me rappelle d'une phrase que m'avait donnée un responsable du ministère de la Santé de la France qui me disait que, je ne dis pas là, mais le politique, c'est un champ social dominé par des conflits d'intérêts qui sont régulés par le pouvoir central qui a le monopole de la puissance publique. C'est ça qui s'est passé à l'épopée de la Covid. On avait 4 camps. La pandémie, le mal, les experts, les morts, l'autorité, derrière l'autorité, la presse. À chaque jour, il y avait une impuissance, quelque part on notait une impuissance des praticiens. Les morts étaient là. Ça, on ne peut pas le nier, ils étaient là. Tout le temps, les gens mouraient. Particulièrement là où on le pensait moins, c'est-à-dire là où quand même on pensait qu'ils ont atteint un niveau extrêmement important de résilience. Heureusement, chez nous, là où on avait moins de moyens, il y a eu moins de morts, heureusement pour nous. Ça, c'est une donnée qui est là. L'autre donnée, c'est qu'il fallait trouver des solutions rapides aujourd'hui. Le médicament, ça ne se produit pas en 24 heures. Est-ce qu'il y avait un ou des médicaments? Si c'est des médicaments, ça va poser problème là où les morts ne cessaient de se produire. Le moyen le plus sûr, encore le plus rapide, c'était le vaccin. Mais lequel était bon?
Et derrière, comme vous l'avez dit, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il y avait la presse. La presse, tout le monde sait que je ne dis pas que toutes les presses c'est comme ça, mais la presse c'est quoi? C'est être le journal le plus lu, le mieux lu. Et il lui fallait aller acquérir un peu partout des informations qu'il fallait porter dans son truc. Si les informations sont contre ce qui a été prévu par l'autorité, ça pose problème au niveau des populations qui devenaient plus réticentes. Et un jour, je ne vends pas la messe, j'étais devant l'autorité, la plus grande autorité de mon pays, et il m'a dit, à un moment donné, il faut que l'autorité prenne ses responsabilités, prenne une décision. Nonobstant les spécialistes que vous êtes. Parce qu'à un moment donné, il fallait prendre une décision. Est-ce qu'on vaccine? Est-ce qu'on d'abord on prend les vaccins? Oui. Lequel? 2, 3. Est-ce qu'on vaccine tout de suite ou pas? Ou on attend? Mais à la longue, avec la course que ça faisait avec les morts, il fallait prendre une décision. Donc, comprenez un peu que c'était un peu difficile pour les uns comme pour les autres de ne pas prendre une décision. Il revenait, comme c'est là où je veux terminer, il revenait à la presse, je veux dire à la presse dans sa globalité, de mieux s'accorder avec les autorités, mais pas de s'opposer à l'autorité quelque part. Ils se sont un peu opposés à l'autorité parce qu'il fallait donner des informations. Le cas le plus simple, c'est le cas du Marseillais. Est-ce que comment ça s'appelle encore, l'hydrochloroquine était bon ou pas? Voilà, donc c'était des questions difficiles à apporter des réponses. Là, le message, est-ce que c'était bon? Est-ce qu'il ne fallait pas prendre le vaccin chinois? Donc voilà, il y avait tout ça. Et derrière ça, je ne sais pas, je n'ai rien contre les industriels pharmaceutiques, pas seuls certainement marocains, mais ceux mondiaux, voilà, ils vendaient quelque part. Donc il y a tout ça qu'il faut mettre sur la balance pour comprendre qu'il était extrêmement difficile de prendre des décisions. Je vous remercie. En tout cas, on ne peut pas terminer sans louer les efforts de notre gouvernement pendant le Covid, sans louer les efforts incroyables, qui nous a même étonnés. Ils étaient juste fantastiques, bravo à ce qui a été fait. Ce qui est important, c'est de profiter de l'expérience. Et si on est réunis là et qu'on en parle, c'est justement pour prendre en compte les failles, là où elles ont pu être, pour justement rendre encore plus fort et nous étonner encore plus, et que notre gouvernement, nos responsables nous étonnent encore plus. Je suis sûr qu'ils le feront. Voilà, sur ces belles paroles. Je m'excuse, s'il vous plaît. Je voulais terminer, Madame Sentizi. Oui. Dans cette même logique, au sortir de la pandémie, dans cette période-là, cette logique nous a entraîné le Sénégal à tout faire pour bénéficier d'un appui de la communauté internationale pour au moins mettre un projet qu'on appelle le projet Madiba avec l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, on est en train de monter c'est bientôt fini, la production de vaccins Covid, d'autres vaccins ici au Sénégal, pour que chaque fois que de besoin maintenant, qu'on puisse, à partir du Sénégal, servir le pays en vaccin. Donc c'est un temps de latence qu'il fallait pour au moins comprendre les enjeux et disposer. Ce n'est pas seulement le vaccin Covid qui sera produit là-bas, il y aura d'autres vaccins, notamment ceux du programme élargi de vaccination, et d'autres peut-être qui seront produits pour faire face à chaque fois que de besoin devant une épidémie ou devant une pandémie. Tout à fait, et je pense que ça fait partie des effets bénéfiques, on va dire, de la Covid. Malgré tous les effets dévastateurs, il y a eu quand même des prises de conscience et des leçons qui ont été prises, et les systèmes de santé ont beaucoup évolué et ont beaucoup avancé. Et tous les pays ont essayé de mettre en place des nouvelles procédures pour faire face à de nouvelles crises. Oui. Je vais juste prendre une parole 30 secondes pour vous dire que dans les recommandations que nous avons faites hier, nous avons parlé de créer un organe de gestion et d'anticipation des crises. La chose à laquelle qu'on a subi pendant la Covid, c'est qu'on n'avait pas un contrepoids qui nous conseille ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc il y a beaucoup de gens qui ont résisté au maximum au vaccin, mais finalement ils étaient obligés de le faire parce qu'il y avait une telle pression pour se déplacer à l'étranger, si on n'est pas vacciné, on ne peut pas bouger, etc., etc. Mais donc il n'y avait pas le contrepoids, une autorité, une association, un organe
qui permet de donner les conseils en toute neutralité. Parce qu'il y avait quand même des enjeux majeurs au niveau économique. On a tous vécu ce traumatisme. Mais donc, la recommandation que nous avons faite hier, c'est de créer un organe permanent qui travaille sur la gestion de crise et la réflexion, comment anticiper les choses et comment les préparer. Parce que quand il y a une crise, on est sous l'émotion et on prend souvent des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes décisions, mais qui cherchent simplement à régler un problème. En tout cas, c'est un appel que nous lançons et donc cet organe doit associer bien évidemment tous les acteurs de l'écosystème de santé. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'être restés. En tout cas, j'avais relevé un petit truc et je voulais le dire, c'est que quand même le Covid, il en avait après les femmes. Hein. Aussi bien sur les conséquences métaboliques, mentales, et même dans les violences conjugales. En tout cas, donc, moi maintenant, c'est plus la Covid, c'est le Covid. Hein, je pense. C'est votre sensibilité, c'est ce qui fait votre charme, mesdames. Docteur Sentissi, est-ce que je peux terminer sur une note positive? Bien sûr, professeur Benhamar. Je veux d'abord féliciter les autorités marocaines pour la gestion de la crise. Elles ont été prises en exemple à l'échelle mondiale. Bon, il y a des choses que nous... Il y a des choses que nous pouvons faire. On ne peut rien faire contre la sélection naturelle qui est l'hérédité, mais on peut, dans la prévention de cette pandémie et d'autres, considérer que l'alimentation est très importante. Et la littérature scientifique que j'ai parcourue en long et en large me permet de vous donner le conseil suivant. Pour renforcer naturellement votre système immunitaire, prenez de la vitamine D, du zinc et de sélénium. C'est clairement prouvé que ça renforce le système immunitaire. Merci. Très bien, merci. Donc, je suis vraiment ravie de clôturer cette très belle édition de Officine Expo. J'ai toujours plaisir à animer les tables rondes, à travailler avec mon ami Younes, que je remercie, que je lui demande de nous rejoindre pour la photo de groupe. Je voudrais vraiment insister sur les avantages de l'Officine Expo sur le savoir. Franchement, entre hier et aujourd'hui, j'avais l'impression d'être dans un temple du savoir. Nous avons appris énormément de choses. Hier, je suis restée dans la salle de 10h jusqu'à 21h pratiquement. Et on a appris énormément de choses. Aujourd'hui encore, merci à tous les experts qui nous font le plaisir de répondre à nos invitations. Merci à vous tous de venir nombreux participer aux éditions d'Officine Expo et à l'année prochaine. Yes.